Dans le Guide criminel canadien, il y a un article qui permet le refus de la mise en liberté provisoire. Récemment, Guy Turcotte a été libéré avant son procès, ce qui a été mal accueilli par une grande partie de la population, mais ce qui a été approuvé par plusieurs juristes. Notre question de recherche est quel est l'objectif visé par le motif de la confiance du public dans le refus de la mise en liberté provisoire. Premièrement, nous allons analyser la spécificité de ce concept, puis ses objections. Pour ce qui est de la spécificité de ce concept, en fait, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est la subjectivité du motif tertiaire. Et ensuite, le deuxième élément, c'est la notion particulière de public qu'on y retrouve. Pour ce qui est de la subjectivité du motif tertiaire, elle est plus facile à analyser si on l'oppose à l'objectivité des deux premiers motifs. Pour ce qui est du motif principal, en fait, c'est l'idée selon laquelle on peut refuser de remettre en liberté un accusé si on croit que celui-ci ne va pas se présenter à son procès. Il y a des critères indépendants qui ont été développés pour permettre au juge de mieux comprendre ce motif principal. En fait, les critères, c'est des éléments juridiques, par exemple, est-ce que l'accusé a un dossier criminel? Ces critères-là sont indépendants, mais on doit les analyser conjointement pour permettre au juge d'utiliser le motif principal. Pour ce qui est du motif secondaire, en fait, c'est l'idée selon laquelle le juge peut refuser de remettre en liberté un accusé pour protéger la population ou protéger l'administration de la justice. En fait, protéger la population, c'est une évaluation de la dangerosité de l'accusé face à la population en général ou face à la victime. Et protéger l'administration de la justice, c'est se poser la question, est-ce qu'il y a une probabilité marquée que l'accusé nuise à l'administration de la justice, soit en modifiant une preuve, par exemple, ou en intimidant un témoin. Pour ce qui est du motif tertiaire, sa subjectivité vient du fait qu'on peut refuser une mise en liberté provisoire pour ne pas miner la confiance du public et que les éléments qui sont tenus en compte sont des éléments qui prennent en considération la réaction du public. Ce public-là, ce n'est pas un public informé en droit, c'est un public en général et c'est souvent une émotivité qui est utilisée par le public pour décrire, par exemple, la gravité du délit ou la réputation de l'accusé dans la communauté. Dans le fond, les éléments qui sont pris en compte ne sont pas des éléments juridiques, mais simplement des éléments en général. Par exemple, est-ce que la communauté dans laquelle le délit a été commis est une petite communauté? Parce que dans ce cas-là, le délit semble plus gros que dans un grand centre urbain. En fait, tous ces éléments-là sont des critères subjectifs qui prennent en considération la population. Et ensuite, les critères 1 à 4 qui ont été rajoutés au paragraphe C, selon les experts, ne sont pas des critères qui permettent de refuser la mise en liberté provisoire. C'est juste certains critères dans une étendue de critères qu'ils doivent prendre en considération les juges. Pour ce qui est de l'utilisation même du motif tertiaire, le problème est que dans la réelle, on avait dit qu'on pouvait juste utiliser le motif tertiaire dans des cas rares ou exceptionnels, mais rare et exceptionnel n'a jamais été expliqué par la jurisprudence. Donc, les cours ne savent pas quand l'utiliser et c'est pourquoi récemment, il y a beaucoup de jugements qui sont renversés en appel parce que les juges utilisent mal ce motif tertiaire. Megan va vous parler de la notion de public présente dans le motif tertiaire. Le terme public qu'on retrouve dans le paragraphe de la confiance du public est un terme très particulier. Le législateur n'a pas cru bon de mettre sa définition à même l'article. Avant 1997, on retrouvait plutôt les termes « intérêt du public ». Bien que ce qui entoure le mot « public » soit changé, sa définition reste la même. Quand le juge doit analyser la confiance du public, il doit premièrement regarder quelle sera la perception du public s'il remet l'accusé en liberté et quelle sera sa réaction. Quand on parle de la perception du public, il faut avoir en tête un public qui est informé en droit et qui sait que l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Quand on regarde la réaction du public, il ne faut pas que la décision du juge jette le discrédit sur l'administration de la justice. Donc, encore là, il faut regarder un public qui est informé en droit, puisque c'est beaucoup plus difficile d'ébranler leurs convictions. Le public, il faut aussi penser que le public, c'est une personne qui est raisonnable. Une personne raisonnable, c'est une personne fictive, qui a un modèle objectif, puis c'est lui qui détermine s'il y a une faute ou non. Dans le même article du refus de la remise en liberté avant le procès, il y a aussi le paragraphe de la sécurité du public. Quand on parle de la sécurité du public, on parle du public en général. Donc, on peut donc se référer au dictionnaire de la langue française pour bien comprendre sa définition. Donc, dans le même article, on utilise 2 fois le mot public, mais avec une définition très différente, ce qui est quand même ambigu. C'est arrivé à quelques fois que les juges ont fait des erreurs parce qu'ils pensaient que quand on parlait de la confiance du public, on parlait du public en général. Donc, on peut dire que le terme public qui est utilisé dans la confiance du public, c'est un terme qui est flou, ce qui pourrait donner un pouvoir discrétionnaire au juge et ce qui participe donc à sa subjectivité.
En ce qui concerne la deuxième partie de notre recherche, celle-ci a pour but de démontrer les objections au pouvoir discrétionnaire. En effet, les particularités telles qu'expliquées dans la première partie de la recherche ont pour but de donner un pouvoir discrétionnaire au juge. Ce pouvoir discrétionnaire a été de nombreuses fois contesté, et entre autres parce qu'il porte atteinte à la présomption d'innocence. En ce qui concerne la partie de la permanence des objections, cette partie a pour but de démontrer que le pouvoir discrétionnaire a été de nombreuses fois remis en cause et que malgré les modifications qui ont été apportées à la loi, il demeure des modifications de forme et non de fond, et les objections continuent à être présentes. Pour ce faire, je vais faire la chronologie de la jurisprudence importante concernant les objections. Tout d'abord, ça commence par La Chapelle contre la Reine, où c'est la première décision que les juges ont mis de l'avant le pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'intérêt du public. Par la suite, il va y avoir l'affaire Perron contre la Reine, où les juges ont vraiment expliqué de manière très claire qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire, que malgré que l'accusé remplit les 3 critères, ils peuvent refuser la mise en liberté provisoire s'ils croient que ça va à l'encontre de l'intérêt du public, et que si le public croit que la personne est coupable avant même d'avoir eu le procès, ceci pourrait miner la confiance du public envers le système judiciaire, donc ils peuvent le refuser. Cependant, cette décision-là ne fait pas l'unanimité dans le monde juridique. En effet, l'affaire Lamotte contre la Reine, les juges s'opposent à la décision de Perron contre la Reine. En effet, ils vont dire que ce pouvoir discrétionnaire a de graves conséquences s'il n'est pas bien interprété. En effet, dans l'affaire Perron contre la Reine, ils n'ont pas pris part du public avisé, mais bien de la population en général. De plus, ils ont utilisé un pouvoir arbitraire au lieu de discrétionnaire. Les juges dans la mode contre la Reine vont expliquer qu'ils ne sont pas contre le pouvoir discrétionnaire pour l'intérêt du public, mais qu'ils sont contre un pouvoir arbitraire. Par la suite, il va y avoir Morales contre la Reine, où ils vont juger la constitutionnalité de l'article 515-10b sur la sécurité et l'intérêt du public. Les juges ont affirmé que la sécurité du public est bien constitutionnelle, mais que l'intérêt du public est inconstitutionnel, puisque imprécis, selon la théorie de l'imprécision de la Cour suprême. En effet, ils vont dire que le pouvoir discrétionnaire n'est pas à enlever, mais qu'il est à spécifier, puisqu'en ce moment, il laisse une trop grande marge de manœuvre au juge dans l'interprétation de ce pouvoir discrétionnaire. Le législateur va par la suite changer les termes « intérêt du public » pour « juste cause ». Cependant, encore une fois, ça ne fait pas l'unanimité. L'affaire Hall contre la Reine est une deuxième objection à la constitutionnalité de l'article 515-10 pour les termes « juste cause ». En effet, les juges vont juger inconstitutionnels les termes « juste cause » car, encore une fois, trop imprécis et laissent une trop grande marge de manœuvre aux juges. Ils vont dire que les termes « juste cause » doivent être précisés davantage par le législateur. Ce que le législateur va faire par la suite, il va dire, à la place de « juste cause », les termes « confiance du public ». Mais ça ne semble pas encore unanimité et ça semble encore trop imprécis. L'explication de ce maintien de ce pouvoir discrétionnaire semble claire. En effet, le législateur et le gouvernement semblent garder ce pouvoir discrétionnaire afin de garder un bon fonctionnement dans la société. En fait, il explique que la confiance publique envers le système judiciaire est à la base même du fonctionnement de la société ainsi que sa structure, et que si les personnes n'ont plus confiance envers le système judiciaire, eh bien, ça peut mener jusqu'à la révolte sociale, ou bien, comme le juge Wagner l'explique, c'est le début de la fin de la démocratie. Ces objections sont entre autres présentes encore aujourd'hui puisqu'elles portent atteinte à la présomption d'innocence qui va être expliquée par Christopher. Oui, ce sera donc le sujet de notre dernière partie, comme ma collègue vient de dire, mais dans les limites du pouvoir discrétionnaire limité par la présomption d'innocence. Avant de nous attarder plus loin, il convient donc de définir ce qu'est ce concept qu'est la présomption d'innocence. Le principe veut que lorsqu'une personne soit accusée d'un certain crime, elle soit présumée innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été reconnue par un juge ou un jury compétent à l'issue d'un procès juste et équitable. Deuxième conséquence de ce fait-là est qu'aucun fardeau de preuve ne peut être mis sur les épaules de l'accusé afin qu'il démontre son innocence. Tout doit être fait par le représentant de l'État, soit le procureur de la couronne. Cette preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable, auquel cas, sinon, l'accusé doit être acquitté. La principale conséquence de cette garantie juridique est que, lorsqu'un accusé est arrêté, il a le droit d'être remis en liberté provisoire sous dépôt d'une caution raisonnable. En théorie, aucune catégorie de crime n'est écartée de l'application de ce principe. Même les crimes les plus graves doivent, en théorie, donner application à ce principe. C'est donc là que le pouvoir discrétionnaire est nécessaire, car chaque situation est du cas par cas. Par exemple, dans les cas de meurtre, la Cour suprême a jugé qu'il était constitutionnel de renverser le fardeau de preuve pour les mettre sur les épaules de l'accusé, afin que ce soit celui-ci qui prouve pourquoi il doit être remis en liberté
et qui ne représente pas de menace pour la société. C'est donc là une limite imposée à la présomption d'innocence qui est une garantie prévue à la Charte. Et la limite est faite par une disposition inférieure, soit celle du Code criminel. Or, la primauté du droit veut que les dispositions de la Charte priment sur toutes celles inférieures à elle. Mais dans ce cas-ci, la Cour a jugé que c'était constitutionnel puisque la disposition du paragraphe C passait le test de proportionnalité établi dans Hawkes. Dans ce cas-ci, les intérêts de la société, soit de maintenir la confiance du public, qui trouverait aberrant que certains individus soient remis en liberté alors que des accusations de crimes graves pèsent toujours contre eux, ce fait-là a préséance sur le fait que l'accusé a le droit d'être remis en liberté. Donc, la conclusion de notre recherche, c'est que la disposition du paragraphe C est subjective comparativement aux deux dispositions qui la précèdent. La subjectivité est en fait due à la notion floue de public qui est inclue dans l'article. Les oppositions à ce paragraphe-là ont toujours existé, elles ont été constantes, surtout dû au fait que les changements qui ont été apportés à l'article ont été surtout faits au niveau de la forme et non du fond, ce qui a toujours mené à de nouvelles contestations par la suite. Et donc, finalement, l'objectif du paragraphe C de l'article 515-10 est donc d'octroyer aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire afin que ceux-ci puissent maintenir la confiance du public en l'appareil de justice et maintenir le bon fonctionnement de la société.